Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Conus, qui est physiothérapeute dans son propre cabinet Physiothérapie La Colline, qui sont nos voisins ici à Hop Santé à Romont. Xavier, bienvenue sur le Hopcast. Merci à toi de m'avoir invité. Merci, avec plaisir. Et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange autour de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, comme les entorses, les claquages, et tu nous en diras encore plus. Mais avant toute chose, encore le protocole Peace and Love, qui est un acronyme, qui est la prise en charge actuelle sur les troubles musculo-squelettiques. On va en discuter, on va le décortiquer ensemble. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, dire ton parcours, tes spécialités à notre audience? Oui, alors je m'appelle Xavier Conus, j'ai terminé mes études il y a une quinzaine d'années maintenant. J'ai d'abord travaillé dans un hôpital à Estavayer-le-Lac. Ensuite, j'ai fait 4 ans dans un cabinet à Berne, plutôt dans le secteur rhumatologie. Ce qui me motivait beaucoup là-bas, c'était vraiment le côté gestion de la douleur. C'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup développé de choses plutôt dans les choses un peu plus passives. Puis ensuite, après, j'ai eu envie de m'installer. Arrivé à Romont, c'est vrai qu'en étant assez sportif avec mon collègue, on a eu rapidement beaucoup de gens qui aimaient bien bouger, beaucoup de gens qui aimaient bien le sport. Du coup, on a aussi beaucoup développé ce côté-là. C'est vrai que la physiothérapie est aussi en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc maintenant, on s'axe aussi pas mal sur la prise en charge des gens qui aiment bouger, pas forcément des sportifs de haut niveau, pas que, il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Mais vraiment promouvoir un peu la santé de manière générale. Moi, je fais un peu de course à pied, donc j'ai pas mal de copains de course à pied qui viennent en traitement. J'ai fait du foot, donc j'ai aussi pas mal de footballeurs qui viennent me voir. Mais sinon, j'ai un peu une patientèle axée, on va dire, soit sur la gestion de la douleur, comme j'ai dit avant, soit sur vraiment ce côté un peu plus actif. À l'heure actuelle, c'est vraiment ce que je fais principalement. Ok, top. Et en quelle année tu as ouvert ton propre cabinet? Alors, j'ai ouvert en 2016. On était d'abord à un autre endroit à Romont, puis on a assez rapidement grandi. Donc maintenant, on est 7 physios. Et du coup, on est les voisins, juste à côté, de l'autre côté de la porte. C'est parfait, ça se complète bien, tout ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer d'aborder sur les troubles musculo-squelettiques. Peut-être tu peux nous rappeler un peu quelle sorte de traumatisme, pardon, pas de trouble, mais de traumatisme. Qu'est-ce que ça peut être comme blessure? Oui, alors quand on décortique le terme musculo-squelettique, voilà, c'est tout ce qui se rapporte à ce qui peut avoir en rapport avec le squelette, avec la structure, compris articulation, compris ligament, compris os aussi. Et puis bien sûr après, ça c'est le côté structurel. Puis pour faire bouger tout ça, il y a la musculature qui est importante aussi. Donc si on veut donner des exemples concrets, ça va être ce qu'on voit fréquemment, c'est des entorses. Ça peut être une chose, plutôt dans le côté traumatique. Et puis, dans le côté un peu moins traumatique, on a pas mal de gens qui ont, par exemple, mal au dos sur des surcharges. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule, des choses comme ça aussi, plutôt pas forcément sur une fois un faux mouvement ou quelque chose qui s'est mal passé, mais sur le fait de l'utiliser tous les jours. On a aussi beaucoup d'interventions à ce niveau-là. Puis si on rappelle peut-être le mécanisme des blessures, je vais t'en proposer une définition ou une explication plutôt, et tu compléteras si jamais. Mais en gros, si on veut simplifier la chose, c'est quand on impose à notre corps une charge qui est surélevée, une contrainte qui est trop élevée par rapport à nos capacités d'encaisser cette charge, et du coup la blessure occure. Est-ce que tu as une autre explication ou elle te convient? Oui, alors effectivement, ça c'est vraiment une des grosses raisons des consultations chez nous. Dans les cours que j'ai fait, il y avait une phrase qu'un prof utilisait souvent, c'était le trop vite. Je trouve que ça exprime bien ce que c'est. C'est vraiment on a toujours l'impression qu'il y a des bons et des mauvais mouvements, puis en fait, souvent ce qu'on fait faux, c'est pas tellement le mouvement, mais c'est le dosage. Et puis de se dire, on se fixe un objectif de performance dans la tête. Tout le monde fait ça finalement, puis finalement on se rend pas compte à quel point on a besoin d'étapes pour y arriver. C'est vrai qu'à 20 ans on a une capacité à s'adapter qui est quand même plus grande, qui nous permet de faire des sauts un peu plus importants dans ce qu'on est en train de faire comme activité. Avec le temps, on peut arriver à faire pratiquement tout ce qu'on a envie, mais il faut se laisser du temps. Et puis c'est vrai que quand on a envie de brûler les étapes, c'est souvent là que ça se passe. Il faut vraiment de la progressivité et de l'adaptation, laisser le temps au corps de s'adapter vraiment de manière
enfin à son rythme, quoi. Ce que je dis souvent aux patients, c'est que notre rythme de régénération cellulaire, il n'est pas beaucoup plus rapide que le rythme qu'un arbre pousse. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est pas de semaine en semaine qu'on arrive à améliorer les choses, mais c'est sur les années, sur les mois. Et des fois, on est tous pareils, on va au sport, on a envie de se donner, on a envie de se faire du bien, de se défouler. Des fois trop. Et puis des fois, on y met un petit peu trop d'intensité. C'est marrant parce que j'ai déjà entendu cette image. Pour la petite histoire aussi, on ne va pas parler que de ça, mais voilà, j'ai une déchirure au ligament croisé et du coup, Xavier m'accompagne aussi et on se complète bien avec ce que je fais aussi de mon côté et ce que tu me proposes après. Donc, c'est une image que j'avais déjà entendue et c'est bien, elle est importante et c'est vrai. Des fois, on a envie d'aller trop vite et même on est un peu impatient aussi quand il y a une blessure, on a tout de suite envie de vouloir faire plus et c'est vrai que le corps, il a son rythme et puis il faut le respecter aussi. Ça ne veut pas dire rien faire, mais par contre, c'est d'aller progressivement. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est important. Et on va, avant de rentrer dans le protocole de Peace and Love, sur le protocole de rééducation, de retour à l'activité, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que commence la rééducation après un traumatisme musculo-squelettique toujours? Alors les choses ont beaucoup changé ces 15 à 20 dernières années. On avait une tendance à vouloir faire beaucoup de pauses avant. Les médecins mettent les gens en pause relativement longue après soit une opération, soit par exemple une déchirure musculaire. Par exemple une tendinite aussi, c'était le cas où on avait tendance à vouloir protéger longtemps. Ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que la période de protection plus passive, où on va mettre des attelles, on va mettre des plâtres et des choses comme ça, elle a tendance à vraiment, chaque 5 ans, elle a tendance à diminuer un tout petit peu, parce qu'on se rend compte qu'assez rapidement, la mise en charge progressive, lente, dans un cadre assez précis, a énormément de bénéfices. Il y a tout ce qu'on appelle, d'une manière un petit peu technique, la mécanotransduction. C'est que si vous mettez un tissu sous stress, il aura tendance à se stimuler plus rapidement et à se régénérer plus rapidement. On voit ça avec les tendons, on voit ça avec les ligaments, on voit ça avec pas mal de choses. On avait tendance avant à commencer une prise en charge à 4 semaines post-déchirure, par exemple, sur un muscle. Et on voit maintenant que les protocoles récents parlent d'exercices tout doux, simplement contracter le muscle sans forcément faire de gros mouvements, mais on commence à 4 jours. Donc on voit qu'il y a une grosse changement de paradigme à l'heure actuelle par rapport à ça. Donc la protection, le fait de mettre au repos, ça peut être important, mais il faut être attentif au fait que ce soit pas trop long. Et vraiment l'aspect mise en charge et puis créer des adaptations, essayer d'améliorer un petit peu le fonctionnement du corps, arrive de plus en plus tôt dans la prise en charge maintenant. Quasiment dès la blessure, il y a déjà des choses qui peuvent être faites. Tout à fait, ouais. Et on va le voir après avec le protocole. Donc, si on parcourt ce protocole, donc le Peace and Love qui est un acronyme, on va prendre en fait point par point. Et l'idée, c'est qu'après, on commente chaque point et pourquoi un peu on dit comme ça. Donc, si on prend le premier point qui est le P, qui veut dire protection, qu'est-ce qu'on entend derrière par protection? Donc, il y a la blessure et après, première étape, protection. Alors, ce qu'on entend par protection, c'est cette fameuse mise au repos. Si on prend par exemple une entorse de cheville, ceux qui ont déjà eu ça connaissent cette attelle qu'on met souvent autour de la cheville. Elle est importante en phase aiguë pour calmer la douleur aussi. C'est vraiment le gros critère auquel il faut faire attention au début. On a beaucoup parlé pendant longtemps de l'inflammation. Moi, j'essaie vraiment de rappeler aux gens que l'inflammation, en fait, c'est notre mécanisme d'auto-guérison. Donc, vouloir diminuer la douleur importante que cette inflammation apporte, c'est bien. Par contre, vouloir absolument combattre de toute façon l'inflammation, on va y revenir au point A, c'est pas forcément un but, dans le sens qu'il faut aussi laisser le corps s'enflammer pour pouvoir guérir. C'est dans le liquide inflammatoire qu'il y a les petites briques qui sont nécessaires à reconstruire. La douleur, elle est aussi là pour te dire attention, fais pas n'importe quoi, il faut quand même que tu mettes ton membre au repos. Donc on va dans la phase de protection, on va essayer de soutenir un peu ce phénomène-là. On peut mettre une attelle, on peut mettre un tape, on peut expliquer aux gens de peut-être pas faire de sport pendant 3-4 jours. Ça a pour avantage de diminuer la douleur. Mais si cette phase-là, elle dure trop longtemps, on va fragiliser les tissus finalement par manque de compression. Donc, important, mais pas moins long que ce qu'on a l'habitude de faire.
Et vraiment, je pense que d'avoir des conseils pour remettre en charge relativement rapidement, c'est toujours assez intéressant. Ce qu'on voit par là, c'est qu'on gagne énormément dans la vitesse de récupération sur le long terme après. Si on commence une mise en charge un peu plus précoce, on gagne 2, 3, 4 semaines sur une prise en charge globale sur les 3 mois. Donc c'est vraiment ce qui ressort maintenant en termes de recherche à l'heure actuelle. Ouais, ce qui n'est pas rien quoi, de gagner ces semaines-là. Effectivement. Et au fait, protéger, c'est aussi d'éviter de rentrer dans les zones qui sont douloureuses. Donc Voilà. peut-être qu'au début, les mouvements sont peut-être très 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 limités, mais on peut peut-être déjà bouger même C'est ça. des quelques centimètres, quelques millimètres, et c'est déjà ce peu de mouvement qui va déjà aider à récupérer. Après, bien sûr, il ne faut pas directement faire des bêtises et directement retourner sur douleur et puis se faire encore plus mal. Donc cette première étape, c'est de se protéger par rapport aux membres qui étaient abîmés. Oui. Après, si on prend le deuxième point, c'est l'élévation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par élever la partie qui est blessée? Alors l'idée, comme on disait avant, quand on a une grosse production d'inflammation, il y a du liquide inflammatoire, ce liquide il s'accumule, et puis c'est surtout ça qui fait mal en fait au début dans une blessure tissulaire. Je pense que ce qu'on dit, peut-être préciser, c'est que c'est surtout vrai pour des problèmes tissulaires. On peut peut-être mettre de côté la fracture qui est quand même un tout petit peu différent. C'est peut-être important aussi de préciser qu'il ne faut pas aller mettre en charge une fracture à 4 jours. Là, on parle vraiment surtout de blessures tissulaires. On peut aussi juste faire le parallèle sur ce point-là, sur la fracture. C'est aussi une question que je me pose et je suis intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Donc la différence, par exemple, si on se blesse un muscle ou un tendon, un ligament, etc., ou si tout d'un coup on se fait une fracture, est-ce qu'il y a des nuances à mettre peut-être dans ce protocole-là? La question de base, c'est l'instabilité. Est-ce que ta fracture est stable? Auquel cas, tu peux aussi relativement rapidement mettre du poids dessus. Donc c'est stable, il n'y a pas de problème. Ça nécessite quand même un contrôle médical important pour voir si elle est instable ou bien pas. Il faut quand même être sûr que ce soit pas quelque chose qui doit être opéré, qu'en faisant, on risque pas de casser les choses. Donc ça, c'est peut-être la petite nuance à faire attention avec l'os, qui est finalement aussi relativement vrai avec les autres tissus, mais les tissus mous ont une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande. De manière générale, ça c'est un principe. Si un tissu dans le corps a beaucoup d'arrivées de sang, il va guérir plus rapidement. S'il a moins d'arrivées de sang, il va guérir moins rapidement. C'est vraiment dans cette circulation sanguine qu'il y a tous les nutriments nécessaires, les petites briques nécessaires pour arriver à construire. Donc si on prend d'un extrême, un muscle aura une capacité de guérison beaucoup plus rapide. Et puis un os quand même un tout petit peu plus lent. Et puis ce qui est le plus lent, c'est le nerf. Le nerf est relativement peu vascularisé dans sa partie centrale, on va dire. Assez richement autour, mais dans la partie centrale, c'est relativement peu. Donc la guérison d'un nerf est plus longue. Donc avec une fracture, déjà, contrôle médical, et après, certainement, il y a déjà des mouvements qui peuvent être faits également. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez rapidement, mais de manière réfléchie, de manière réfléchie avec des protocoles quand même assez stricts, on va dire. Ouais. Donc on s'est un peu égaré du point élévation, mais c'est pas grave. Alors l'élévation, justement, pour en revenir là-dessus, donc... c'est vrai que comme ça gonfle, ça fait mal. Et puis, ce qu'on essaie de diminuer, en fait, c'est la douleur. Le but de l'élévation, c'est un principe bêtement mécanique. En fait, si vous mettez votre membre, par exemple, si on parle d'un poignet ou d'une cheville, plus haut que votre corps, le liquide va couler. Et puis, du coup, on va diminuer cette compression due à l'œdème, on va diminuer la douleur. Et ça reste finalement le moyen avec le meilleur rapport efficacité, coût et effet secondaire. Je pense qu'on gardera un tout petit peu pour le point d'après. Ça va faire la liaison avec ça, mais c'est vrai que simplement, bêtement, se mettre si on a un problème, on a fait une entorse de cheville, se mettre sur le dos, mettre des coussins sous le pied, élever la jambe, laisser le liquide couler, c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui coûte rien, qui n'a pas d'effet secondaire et qui est efficace. Ouais, ok. Puis en fonction aussi des contraintes, peut-être, par exemple, moi avec ma blessure au genou, j'avais perdu d'abord en flexion, extension, il y avait beaucoup de liquide à l'intérieur. Du coup, la position surélevée, non seulement est bénéfique pour récupérer, mais me faisait aussi du bien, par exemple, pour mieux dormir. Donc c'est aussi une option en fonction de ce que vous avez abîmé, vous pouvez utiliser. Ouais. Ça diminue la douleur, puis comme il y a moins de compression, du coup, vous gagnez aussi de la mobilité, effectivement, dans un deuxième temps, ça c'est sûr. Ouais. Et puis si on va sur le point A, qui est d'essayer d'éviter dans la mesure du possible de prendre des anti-inflammatoires ou mettre de la glace, ça c'est quelque chose qui a été bien ancré avant, qu'on devait mettre de la glace et qu'on devait prendre des anti-inflammatoires, ça a changé. Et est-ce que tu arrives à nous en dire plus à ce propos? Ça c'est un petit peu la grosse révolution de cette acronymie-là, on va dire. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qu'on connaît dans
dans les connaissances communes, on va dire. Parce qu'il y a des anciens protocoles, juste pour dire, il a évolué ce protocole, et ça c'est un peu la dernière version. C'est la version assez récente, effectivement. Ça va un peu avec ce que je disais avant. On s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, on a voulu combattre l'inflammation finalement à tout prix, mais on s'est pas vraiment rendu compte pourquoi on la combattait. Et puis, en fait, ce qu'on veut pas avoir, c'est avoir trop de douleur. Donc diminuer la douleur, c'est bien, mais diminuer la douleur, l'inflammation à tout prix, c'est pas forcément une bonne chose. On a remarqué que dans certaines situations, la prise précoce d'anti-inflammatoires, comme on l'a fait de manière usuelle depuis longtemps, va venir bloquer la cascade d'inflammation et du coup indirectement ralentir aussi la guérison sur le plus long terme. Et on s'est dit par analogie que finalement, alors la glace avec je dirais des conséquences un tout petit peu moins grandes, mais a aussi forcément cet aspect négatif là, où finalement on bloque l'inflammation alors qu'on devrait peut-être la laisser un petit peu agir aussi à un moment, la laisser travailler pendant une période. Ce pourquoi on a mis de côté la glace dans les recommandations. Et puis on se rend compte, si on prend l'exemple de l'anti-inflammatoire, un anti-inflammatoire ça coûte cher. Ça crée des maux de ventre, ça peut créer de l'acidité au niveau des estomacs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met encore un autre médicament pour gérer l'acidité au niveau de l'estomac. Et puis on arrive à des efficacités qui sont pas forcément autant bonnes, et puis voire même avec des effets négatifs sur la récupération sur le long terme. Et puis des coûts pour la santé aussi. Et des coûts. Après, ça veut dire que s'il y a des douleurs qui sont ingérables, on va dire, est-ce qu'on peut plutôt s'orienter, moi c'est ce que je conseille, dire plutôt s'orienter vers des antidouleurs, des anti-inflammatoires, ou après on n'est pas pharmacien et médecin, mais dans le sens c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter. La glace, si vraiment c'est insupportable aussi, ça va pas faire du mal de mettre un tout petit peu, mais par contre dans la mesure du possible, si c'est supportable, plutôt éviter. Je pense vraiment ce qu'il faut tenir compte, c'est l'importance de la douleur. Si vous avez des douleurs insupportables, que vous n'arrivez pas à dormir, évidemment que prendre un anti-inflammatoire, c'est pas du tout une mauvaise chose. Il faut quand même que vous arriviez à vous reposer. La glace, pareil, si ça vous permet de dormir, je pense que c'est une bonne chose. Mais éviter ce côté donner de l'anti-inflammatoire de manière systématique pour gérer l'inflammation. Je pense que c'est un médicament en fait, qui porte mal son nom. C'est pas quelque chose qui va faire en sorte que votre inflammation va diminuer plus rapidement, puis on va guérir plus vite. C'est un médicament qui est là pour gérer la douleur. Donc vraiment, en cas de forte douleur, pourquoi pas, après avoir essayé, je pense plutôt du paracétamol ou des choses comme ça. Si le paracétamol ne fonctionne pas, ça peut être une alternative, mais pas de manière systématique, parce que j'ai reçu une boîte de 50 et je prends mes 50 jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est vraiment l'utiliser en cas de forte douleur, puis s'il n'y a pas de douleur, laisser travailler la nature tout simplement, ou s'il y a peu de douleur. Après, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on entend par douleur? Je pense que dans une phase aiguë, une douleur légère pendant l'exercice, pendant l'activité, elle est acceptable. Si votre douleur, elle disparaît rapidement dans les quelques minutes qui suivent votre activité et que vous n'avez pas plus de douleur pendant la nuit ou le lendemain matin, c'est qu'on est dans des phases normales. Si par contre, on est vraiment dans une irritation où on ne dort pas, on se fait réveiller à 4h du matin parce que c'est très enflammé, là peut-être que le médicament est intéressant. Peut être utile, ouais. Mais si c'est juste parce qu'on a mal quand on lève le bras puis qu'on a une tendinite de l'épaule, votre anti-inflammatoire, en plus les gens ils arrêtent rapidement parce qu'ils se rendent compte que c'est pas efficace en fait pour ça. Donc il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire effectivement. Et ça, je pense que certains médecins ils doivent encore évoluer à ce niveau-là. Parce que j'ai mon cas, mon généraliste m'a prescrit des anti-inflammatoires, j'ai été les chercher mais je les ai gardés en réserve. Mais dans le sens, peut-être que c'est peut-être pas ce qu'un orthopédiste peut-être m'aurait dit, mais je sais pas. Mais je pense qu'il faut évoluer sur ce domaine-là ou référer à des spécialistes de la rééducation comme vous êtes les physiothérapeutes. Oui, alors ce qui est compliqué dans la médecine, c'est que tout devient très complexe et très spécifique. Donc c'est clair que moi je m'intéresse à finalement une toute petite pièce du puzzle de la médecine et puis j'essaie d'être spécialisé là-dedans. Donc on lit des études là-dessus, on a des cours qui sont orientés là-dessus. Donc dans ce domaine-là, pour moi, l'information passe très vite. Un médecin traitant, il a pas une pièce du puzzle à traiter, il a tout le puzzle à gérer. C'est ça. Et c'est difficile de se tenir autant à jour dans tous ces domaines-là. Donc je pense qu'il y a besoin de temps pour que ça rentre un tout petit peu dans la logique. Après,
Je trouve que maintenant, la collaboration avec les médecins, elle est souvent très très bonne. Et puis, si on nous laisse quand même pas mal de liberté en tant que physio, et puis si on dit aux patients, prenez des anti-inflammatoires si vous avez mal, mais si vous avez pas mal, vous pouvez arrêter. Énormément de médecins maintenant sont aussi sensibilisés à ce phénomène-là, puis ils vont dire oui, il n'y a pas de problème, effectivement on est dans le bon tir et ça se passe bien. Mais il y a quand même un tout petit peu encore il y a encore un réflexe. Ouais, c'est ancré Il y a encore un réflexe. Cette vision-là de direct anti-inflammatoire et on met de la glace. Mais je le vois aussi dans mon sport, le basket ou autre, c'est directement dès qu'il y a une blessure, il faut mettre de la glace ou chercher du spray de froid. Oui, ouais. Et au fond, on essaie de dire non, on peut laisser justement l'inflammation faire son job. Et si vraiment c'est insupportable, on met un petit moment de la glace si ça nous soulage. Ouais. Voilà, c'est un peu... Ouais, avec les anti-inflammatoires et le sport, c'est aussi un gros sujet. Moi, je suis plutôt maintenant dans la course à pied, le trail et tout ça. Et c'est effarant de voir les gens qui en fait prennent des anti-inflammatoires avant de courir pour éviter d'avoir mal pendant la compétition. Non seulement c'est inutile, et c'est surtout dangereux. On voit l'anti-inflammatoire, on parle des complications au niveau acidité gastrique, mais il y a aussi des complications cardiaques, il y a aussi pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, il y a des choses à éviter. C'est pas des bons réflexes, on va dire. Des bons réflexes. C'est pas une bonne idée. Ok, puis si on passe au prochain point qui est sur le C, donc la compression. Donc dès qu'il y a la blessure, l'étape de compression, en quoi consiste-t-elle? Alors après, on est finalement à nouveau dans le même principe, la même idée que l'élévation. L'idée, c'est que cette inflammation, elle est bien, mais si elle stagne au même endroit, elle nous fait mal. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit au maximum en mouvement, qu'elle ne reste pas forcément à s'accumuler autour de notre articulation ou de notre zone douloureuse. Donc en allant mettre une compression assez rapide, comme par exemple un tape ou une bande, on va éviter ce gonflement important et puis du coup on va diminuer les douleurs et puis augmenter le confort, augmenter la rapidité à laquelle on récupère la mobilité. Donc finalement, encore une fois, c'est un moyen qui est pas cher, qui n'a pas d'effet secondaire et puis qui a une assez bonne efficacité par rapport à tout ça. Donc des bons réflexes à avoir dès la blessure. Et ensuite, si on passe au prochain point qui est sur l'éducation de la personne qui s'est blessée, dans quelle direction l'éduquer? Alors à court terme, je pense qu'il y a pas mal de choses. Déjà expliquer tout ce protocole qu'on est en train d'énumérer ici, c'est déjà une bonne chose. Je pense que le fait de comprendre un peu ce principe de laisser travailler le corps, laisser le guérir, c'est déjà important. Puis après, ce à quoi nous on est beaucoup confrontés, c'est vraiment tout ce qui est accès aux examens complémentaires. Où en fait on voit qu'on a un problème de coût de la santé à l'heure actuelle, mais d'un autre côté on a laissé beaucoup l'examen clinique de côté et puis on a toujours ce réflexe d'aller vers une imagerie, une IRM, une radio, un scanner, enfin toutes ces choses là. Je pense que dans l'éducation nous, on a aussi beaucoup un rôle à dire non, voilà, ce que vous avez eu moi, que j'ai une IRM de votre épaule ou bien pas par rapport à la douleur que vous avez, ça va pas changer mon traitement. Donc finalement, non, c'est pas utile de la faire. On peut économiser 800 francs pour avoir finalement une image qui nous dit pas forcément toujours tout de manière très intéressante. Donc voilà, je pense que expliquer les bons réflexes à avoir sur le court terme et puis peut-être sensibiliser au fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'imagerie là-dedans. On augmente l'efficacité. Le problème aussi qu'il y a là-dedans, c'est, on va en parler après dans l'acronyme LOVE, sur le côté un petit peu comment je perçois ma maladie, comment je perçois mon problème, à me dire sous-entendu, est-ce que je vais aller bien ou est-ce que ça va être un problème sur le long terme. On voit qu'un accès trop rapide à l'imagerie, forcément quand un radiologue il va voir une image, il va décrire tout ce qu'il voit, mais maintenant qu'est-ce qui est pertinent? Quand les patients ils lisent ça, ils ont toujours peur en fait, c'est un gros chapitre avec plein de mots qu'ils comprennent pas, qui fait un petit peu peur. Finalement on voit de plus en plus maintenant avec pas mal d'études derrière que l'inquiétude qu'on peut développer par rapport à sa blessure peut péjorer aussi la vitesse de récupération. Donc en enlevant ce côté imagerie pas forcément toujours utile, on améliore aussi sa propre perception de sa guérison et du coup vraiment c'est un petit peu le rôle des thérapeutes
d'arriver à faire comprendre ce à quoi il faut faire attention, c'est sûr, mais surtout essayer de faire comprendre que les choses, la plupart du temps, se passent bien. Ouais. Puis que le corps, il fait son job, et puis que oui, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais que finalement, si on redonne de la mobilité, on redonne de la force, les choses, elles se remettent en place. Assez souvent. Et souvent, peut-être qu'on s'égare un peu du traumatisme, mais par exemple dans des douleurs de dos, imagerie, par exemple si une hernie discale ne veut pas toujours dire douleur. En fait, il y a des personnes qui ont des hernies discales qui ne savent pas qu'ils en ont, mais si on ferait une imagerie, ils en auraient, mais pas de douleur forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des fois, ça veut dire des indications, on va dire ces IRM, mais ne veulent pas tout dire non plus. Oui. C'est ça. J'ai exprès pris des petites fiches justement pour les statistiques. Dans ce sens-là, il y a des choses assez intéressantes. Je vois déjà juste la première ligne, on va pas tout faire parce que c'est un petit peu long, mais une dégénérescence discale, donc une pathologie au niveau des disques entre les vertèbres. On parle en fait là d'études qui ont été faites. Ils ont pris vraiment des personnes au hasard dans la rue. Ils leur ont dit est-ce que vous avez déjà eu mal au dos dans votre vie? Et si la personne disait non, elle disait tu m'intéresses, viens, on va te mettre dans une IRM et puis on va regarder ce qui se passe. Et on voit que déjà chez les chez les personnes jusqu'à 20 ans, il y a 37% des personnes jusqu'à 20 ans qui n'ont jamais eu mal au dos, qui ont un résultat qui ont un résultat où on voit quelque chose, une petite pathologie au niveau du disque. Donc si on passe après jusqu'à 50 ans, c'est 80% des gens. Et je précise bien, on parle des gens qui n'ont jamais eu mal au dos. Donc c'est aussi un petit peu un piège en se disant j'ai mal au dos, je vais faire une IRM, on voit un problème sur mon disque, donc c'est ça. Puis on se rend compte qu'en fait, moi j'ai 40 ans, ça veut dire que 80% des personnes que je connais ont un problème de disque et ils ont pas mal au dos. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que ces statistiques, elles sont assez très parlantes et très intéressantes. Assez importantes. C'est vrai que ça peut faire encore plus peur quand on lit sur une IRM, on a mal au dos, après on lit j'ai une hernie discale. C'est ça. Et puis d'un coup ça s'enflamme. Et puis en fait on voit la douleur est multifactorielle et du coup ça s'arrête pas à cette cause mécanique et ça peut effrayer. Et puis du coup on rentre dans d'autres schémas après et ça devient complexe. Mais voilà, c'est vrai pour la douleur chronique et c'est vrai pour la douleur à court terme finalement, dans les deux cas. Vraiment. Et je pense que ça peut être un des facteurs qu'une douleur finalement normale suite à un traumatisme devienne une douleur chronique. C'est vraiment aussi ce côté inquiétude du problème, mon dos est foutu, c'est écrit sur l'IRM, il est cassé. Oui, il faut en tenir compte. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau chirurgical, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau infiltration. C'est pas complètement inutile, mais peut-être c'est pas le premier réflexe à avoir. Et puis il faut peut-être prendre un petit peu de recul avec tout ça, effectivement. Intéressant. Ouais. Si on passe maintenant sur la deuxième partie de cet acronyme, donc il y a le premier qui était le Peace, et maintenant le Love. Donc le Love, on a la première lettre qui est le L, qui dit en anglais loud, donc la charge. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, comme on en a parlé un petit peu au début, on avait tendance avant à faire des très très longs repos. Et maintenant, les recommandations, de manière générale, pour pas mal de pathologies, vont sur le fait de mettre gentiment un petit peu de charge, de mobiliser. On entend par charge le fait de mettre peut-être un petit peu d'étirement sur ton ligament, tout léger, sans que ce soit trop important. De faire travailler gentiment les muscles, mobiliser l'articulation qu'il y a autour. Réhabituer ton tissu à supporter de la charge. Vraiment. Et dans un mot d'ordre, je dirais, c'est d'être progressif, de ne pas vouloir en faire trop, c'est vraiment ce qui est important. Ce qu'on disait au début. Ouais. C'est ça, surcharge progressive. On dit de commencer gentiment et puis après directement augmenter. On a eu un petit problème technique au niveau du son, donc on va reprendre où on en était. On était sur le L de loud pour la charge. Donc Xavier, tu voulais nous dire un peu plus à ce propos-là. Donc voilà, le fait c'est ce qu'on expliquait déjà un petit peu avant. Donc maintenant dans les nouveaux protocoles, on essaie de remettre de la charge relativement rapidement. L'idée c'est de stimuler le corps finalement à guérir plus rapidement en lui mettant une contrainte vraiment adéquate et très très progressive, mais relativement rapidement. Il faut pas oublier qu'en fait si votre corps va s'adapter en fait à la charge qu'on lui donne. Je prends souvent l'exemple de l'astronaute quand c'est comme ça. J'explique à mes patients, si un astronaute part en mission pour une longue période, au moment où il part, il a une capacité à supporter de la charge qui est grande parce que c'est des bons athlètes, ils ont été entraînés à supporter le décollage et toutes ces choses-là. Et puis, s'ils sont plusieurs semaines, plusieurs mois en apesanteur, quand on les voit arriver, on a vu avec Thomas Pesquet dernièrement, je sais pas si je dis son nom. Pesquet, voilà. C'est vrai qu'il y avait un souci. Ça devrait passer quand même.
On l'a vu dernièrement. Alors, ce qui frappe vraiment le plus, parce qu'on le voit, c'est la fonte musculaire. On voit qu'ils perdent beaucoup d'eau. Mais s'ils font beaucoup d'analyses médicales par rapport à ça, puis on voit qu'en fait, ils ont de l'ostéoporose pratiquement équivalente à une personne d'un âge avancé. Ils ont des cartilages qui deviennent beaucoup plus mous. Quand ils recommencent à bouger, les rotondons s'enflamment. Même la sensibilité peut être hyper réceptive. Ils ont pratiquement des douleurs quand ils touchent. La plante du pied fait super mal. Donc on voit qu'en fait, votre corps il s'adapte tous les jours à la contrainte que vous lui donnez. Et puis si vous lui donnez plus tellement de contraintes, il s'habitue un petit peu, il devient un peu flemmard. Et puis il s'habitue à pas supporter ça. Il se dit pourquoi je développerais des stratégies pour soutenir une contrainte qui a plus. Donc on perd ça. Puis finalement, une partie des douleurs qu'on a après, par exemple, 3 mois de plâtre, c'est pas qu'il y a quelque chose de cassé, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est pas en place, c'est pas tout ça, c'est qu'en fait, votre corps, il a plus l'habitude à supporter de la charge. C'est un déconditionnement. C'est un déconditionnement, mais je pense que on a beaucoup pensé aux muscles jusqu'à maintenant en disant, voilà, le muscle, c'est logique, on perd du muscle, mais on a sous-estimé à quel point c'était global au niveau du corps. Et puis, maintenant, on voit qu'en fait, avec ces protocoles où on charge relativement rapidement, toujours de manière cadrée, sans forcer, sans faire de folie, on diminue énormément ce phénomène. Et puis c'est surtout là qu'on gagne du temps. On parlait avant qu'on gagnait du temps. C'est à 1 mois et demi, 2 mois où finalement on n'a plus ces douleurs de remise en charge qui limitaient avant la progression. Maintenant on a beaucoup moins ça. Et puis on peut augmenter l'intensité toujours très progressivement, mais plus rapidement que si on avait vraiment fait une grosse pause. Donc vraiment... Pardon, excuse. Vas-y. On revient à la notion de dosage que tu disais aussi au tout début, dosage de l'activité en fonction de l'état actuel de la personne. C'est ça, je pense. S'il y a vraiment un mot-clé à retenir de cet entretien, c'est que pour moi, il n'y a pas de mauvais mouvement, il n'y a pas de bon sport ou de mauvais sport. Ce qu'on fait tous faux, c'est le dosage. On veut aller trop vite, trop fort, et puis on a tendance à mettre trop d'intensité dans ce qu'on fait. Et puis on se fait mal comme ça. C'est ça qu'on fait faux et pas l'activité. Il n'y a pas la course à pied, c'est moins bien que la natation. C'est ça. Ce qu'on entend souvent. La course à pied, c'est très bien. Simplement que recommencer à courir quand on n'a pas couru depuis 5 ans puis qu'on a 35 ans, ça nécessite de faire des programmes précis en alternant la marche à la course. Puis peut-être la première fois, on courra juste 3 minutes. Et puis un jogging tranquille pour vos articulations quand vous n'avez pas couru depuis 5 ans, c'est pas 20 minutes. 20 minutes, c'est déjà beaucoup. On peut vraiment aller vraiment beaucoup plus lentement que ça. On entend aussi souvent, c'est la faute de cet exercice parce que je me suis fait mal. Puis en fait, en soi, non. C'est la capacité de son corps à pas encaisser cette intensité, ce mouvement qu'on lui a proposé. Mais c'est simplement ça, une question de... Ou de la chaussure. C'est de la faute à la chaussure. Ça, on entend souvent. Puis le parallèle aussi avec les astronautes aussi, c'est un parallèle qui, en plus, eux, ils essayent de se maintenir en haut d'un maximum parce qu'autrement, je pense qu'ils seraient peut-être plus là, quoi, s'ils faisaient plus ces exercices quand ils sont en haut. Et c'est un parallèle qu'on peut faire aussi quand on est immobilisé dans un lit. Et en fait, on voit, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des études aussi qu'on fait le parallèle et puis qu'on a ce déconditionnement dès qu'on reste même déjà quelques jours à l'ité ou des semaines à l'ité. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, même 2-3 jours, ce qui est mon cas, c'est impressionnant à quel point on perd de la force. C'est ça. Donc c'est un parallèle qu'on peut faire intéressant aussi. Et si on part après sur le haut, qui est optimisme, donc on arrive dans un aspect plutôt mental. Qu'est-ce qu'on entend par... le mot parle déjà pas mal, mais... Effectivement, ouais. Ça paraît un petit peu, moi je dis toujours aux patients, ça paraît un petit peu en guillemets cucu de dire ça. Si vous voyez les choses positives, ça ira mieux, évidemment. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est à quelle ampleur ça prend, puis qu'on y arrive vraiment à faire passer des questionnaires en fait, de perception et de qualité de vie aux patients. Et puis que ce score-là, à 3 jours après la blessure, a une influence sur la vitesse de guérison à 4 mois. Donc quelqu'un qui va se dire « Ok, j'ai une déchirure musculaire, c'est juste un muscle qui est déchiré. Autour, ça va se construire, ça va cicatriser. Dans 6 mois, je vais aller bien. Il va guérir relativement rapidement, ça va bien se passer. » Quelqu'un qui se dit oh mon Dieu, mon muscle il est foutu, en plus le médecin il me dit que je peux pas le suturer parce que sinon ça va pas bien se passer, donc du coup je vais avoir un bout de muscle en moins, et vraiment c'est extrêmement significatif à quel point la guérison se passe lentement. Souvent ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y a même pas 2 jours avec une patiente qui me disait mais
En fait, je parlais de prothèse de genou, et puis elle me disait, ah ben, c'est clair, les sportifs, ils se remettent plus vite, et puis les non-sportifs, ils se remettent moins vite. Puis j'étais là, pour moi, c'est pas ça le critère. Oui, quelqu'un qui a une bonne musculature, peut-être, il met un petit peu les chances de son côté, mais pour moi, c'est flagrant de voir à quel point les gens qui arrivent à prendre du recul et qui se disent, ma prothèse est en place, le chirurgien a bien fait son boulot, mon physio fait bien mon travail, moi je fais ce qu'il faut. Ces gens-là guérissent relativement vite, la plupart du temps, même très très vite. Et les gens qui ont un petit peu cette inquiétude, on se dire, mais mon Dieu, comment ça va se passer dans mon travail, qu'est-ce qui va se passer pour moi, vraiment un peu. Souvent des gens assez, j'ai envie de dire, assez intelligents, assez réflexifs. Ils ont parfois un petit peu leur cerveau qui travaille trop. Et puis ils laissent pas laisser passer un petit peu la nature. C'est ça. Et du coup, c'est ce côté inquiétude, ce côté un petit peu où on est désécurisé, ralentit énormément la progression. Ce pourquoi nous, ce qui a beaucoup changé dans les études de physiothérapie aussi ces dernières années, c'est de plus aller aussi un petit peu dans ce côté psychologique, et puis de dire, mais faites extrêmement attention au vocabulaire que vous utilisez. Moi, j'ai fait une partie de mon mémoire sur la stabilité, sur les muscles stabilisateurs au niveau lombaire. Et puis, il y a plein de praticiens qui disaient, mais n'utilisez pas le mot « votre dos manque de stabilité ». Ça fait peur aux gens. Vraiment, les gens, ils ont peur. Ils disent, mon dos est pas stable, c'est une chose fragile, donc du coup... je vais pas bouger. Voilà, je vais pas bouger, je vais faire super attention à chaque fois que je fais des exercices. Voilà, il y a plein d'autres termes. On peut dire, voilà, on va stimuler les muscles qui travaillent l'équilibre. Juste en utilisant des bons termes, on arrive à mettre en confiance les gens. Les gens s'écoutent plus en fonction de comment est leur corps et moins en fonction de qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer. Et puis ce côté-là permet de se libérer, permet de faire des exercices, permet d'avoir confiance quand on fait un mouvement, et du coup vraiment optimise la guérison de manière assez importante. Donc par optimisme, on entend vraiment ça. Ouais, tout l'aspect mental, et après la communication qui est importante en tant que communication qu'accompagnant. Très importante, ouais. Je pense qu'on parle maintenant énormément en thérapie de l'effet nocebo. On a beaucoup parlé de l'effet placebo qui en fait, voilà, on prend une pastille dans laquelle il n'y a pas un principe actif, mais parce qu'on a pris un traitement, on se sent mieux. Je pense que les thérapeutes, de manière générale, que ce soit physio, ostéo, masseur, tout ça, on a eu pendant longtemps tendance à utiliser un vocabulaire nocebo, c'est-à-dire dire aux gens, mais vous avez le bassin pas droit, il est voilé, une jambe plus longue que l'autre, une scoliose. Les gens, ils ressortaient de chez nous complètement déprimés. Et puis alors que c'est normal. Alors qu'il y a plein de choses qui sont dans la norme. Effectivement. Et l'idée maintenant, moi j'essaie vraiment d'être extrêmement attentif là-dessus, c'est plutôt de dire, votre dos il est solide, vous êtes en bonne santé, il y a un petit blocage, il y a une petite contraction musculaire. Vous allez faire des exercices, je vais vous aider à les faire, je vais vous aider à relâcher un peu le muscle. Et puis, dans quelques mois, vous aurez plus de musculature, puis ça ira mieux. Ouais. Et voilà. Et ça fait une différence. Et ça fait une énorme différence, en fait. Ouais. On voit dans la chronification des problèmes, les gens qui consultent, en fait, tout le temps, il y a beaucoup cette insécurité-là, clairement. Alors, bien sûr, il y a des choses qui nécessitent un traitement sur le long cours. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes chroniques rentrent là-dedans, mais éviter ce vocabulaire nocif et négatif accélère encore une fois la guérison, va vers un traitement beaucoup plus efficace. Ouais. Puis on évite d'avoir la peur du mouvement ensuite qui s'installe. Voilà, ouais, exactement. Quelque chose dont on a tous un peu peur en tant que thérapeute. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va dans le V, donc dans la vascularisation. Voilà, qu'est-ce qu'ils entendent par ce point-là dans la remise en mouvement? Alors oui, ça c'est aussi un petit peu quelque chose d'assez récent. On s'est toujours dit, j'ai mal au genou, je vais faire de la course à pied, ça va m'aider, mais par contre, si j'ai mal à la nuque, je bouge pas la nuque quand je cours, ça va pas m'aider. Puis en fait, on se rend compte maintenant que dès qu'on arrive à une activité physique qui nous essouffle, ça peut être de la course pour ceux qui aiment courir, ça peut être de la marche pour ceux qui aiment marcher, des exercices de renforcement, des exercices sur Internet, du vélo, toutes ces choses-là. Dès qu'on arrive à une sensation d'essoufflement pendant à peu près 20 minutes, on a en fait toute une production d'hormones et toutes ces choses-là au niveau du corps qui fait qu'en fait on va venir diminuer la douleur, diminuer l'intensité de la douleur, améliorer la perception de confort, améliorer la perception de bien-être. Et du coup aussi, par là, ça va vasculariser un peu la zone. Donc en fait, on augmente notre arrivée de sang. Plus il y a d'arrivée de sang qui arrive à l'endroit où on a un problème, plus il y a de briques qui passent, qui se construisent, qui se collent, qui sont efficaces.
plus ça draine aussi tous ces liquides inflammatoires qui restent, dans lesquels il y a les petites substances qui produisent la douleur. Donc en fait, à la fois on construit plus vite et à la fois on diminue la douleur. Donc c'est ce côté, même si on se fait mal à la cheville et puis qu'on est dans une phase très récente, à 3-4 jours de l'opération, ben se dire, pas de l'opération, de la blessure, se dire, ben je sais pas, faire des exercices avec les bras, prendre des haltères, bouger, peut-être aller dans l'eau si on a le droit, des choses comme ça. Va améliorer mon problème même si je peux pas bouger ma cheville. Et en plus c'est bon pour la santé générale, parce que même s'il y a une blessure, j'essaie aussi de dire souvent, même s'il y a une blessure on peut travailler tout le reste. C'est ça. Et il faut pas l'oublier aussi tout le reste, parce qu'on peut avoir mal à une cheville, un genou, mais après le haut du corps il est sain, l'autre jambe elle est saine, donc on peut travailler, exercer tout ça. Et si on avance aussi sur le dernier point de ce protocole, c'est sur les exercices, donc faire de l'exercice. Bon, ça veut aussi tout dire dans le point, mais en gros, c'est de se mettre en mouvement, d'essayer déjà de renforcer, de continuer à travailler le reste du corps et puis d'aller de l'avant. Ouais. Tu as autre chose à ajouter sur ce point? Alors moi, ce que j'essaie vraiment de faire passer comme message, c'est les gens, quand on leur parle de ça, soit il y a les sportifs qu'on doit un petit peu plus freiner, mais moi j'ai souvent aussi plutôt des gens qui n'ont pas l'habitude de bouger et puis ils ont l'impression qu'on va leur proposer de faire du foot, de faire du sport, de faire quelque chose d'intense. J'ai vu une fois une émission qui disait pour que ce soit bon pour la santé, c'est comme le brossage de dents. C'est pas besoin d'être long, ça peut être 2, ça peut être 5 minutes, mais il faut que ce soit très très régulier, 6-7 fois par semaine, vraiment au minimum. Donc j'essaye vraiment de transparaître cette notion-là, de faire passer cette notion-là, de dire exercice, ça veut pas dire beaucoup, ça veut dire souvent. Vraiment très régulièrement, peut-être des petites intensités si vous n'avez pas envie de faire beaucoup, si vous voulez faire plus, vous pouvez, mais être régulier et puis pas forcément devoir toujours être transpirant à moitié mort à la fin de votre sport. Ou aussi les choses un peu plus tranquilles sont aussi bonnes à prendre, très clairement. Puis la régularité amène les résultats. Vraiment, ça c'est vraiment le maître mot, effectivement. Exactement. Ok, donc on a parcouru tout le protocole. Maintenant, j'ai encore quelques questions complémentaires à te poser. La première, c'est entre le traitement actif et le traitement passif, lequel tu privilégierais? Alors après, on revient un tout petit peu sur la phase à très court terme. Dans la semaine qui suit le problème, peut-être de manière dégressive, toujours un tout petit peu moins, ce sera plutôt le côté passif qui va prendre le dessus, mais très très rapidement on voit vraiment une grosse évolution dans la prise en charge en physiothérapie. Puis je vois aussi par rapport à ma formation d'il y a 15 ans et puis la formation que mes jeunes collègues ont maintenant, le côté actif prend vraiment un essor gigantesque en termes de thérapie, en termes de physiothérapie. Donc je dirais passif, oui, passif un petit peu, et je dirais actif rapidement et de plus en plus. Et surtout, je pense là où il faut être bon dans notre métier et dans le tien aussi, c'est dans l'enseignement en fait. Juste faire passer le message aux gens de qu'est-ce qui est bien de faire pour eux, à quelle fréquence, quand. Et je pense que l'actif, il est pas seulement pendant la séance de physio, mais il est surtout à la maison. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Parce que je pense qu'on sous-estime tout le travail, entre guillemets, les efforts à fournir en dehors des séances, par exemple, de physiothérapie. C'est un point important que si on s'arrête uniquement aux exercices ou au traitement passif après durant la séance de physiothérapie, à mon avis, c'est pas suffisant pour après récupérer. Les études montrent que ça n'a pratiquement aucun résultat finalement. Et en fait, l'orthopédiste me disait aussi, il y en a qui font 2-3 séances de physiothérapie, puis après ils espèrent que tout aille mieux en 9 séances. La plupart des cas, ça demande beaucoup plus que ça, et ça demande une prise en charge aussi générale, j'ai envie de dire, de se mettre en mouvement de manière générale. C'est beaucoup de boulot à la maison, effectivement. Et puis après, c'est en étant régulier sur les exercices que les physios donnent, ou s'il y a des compléments, de les faire régulièrement. Et il n'y a que comme ça, il faut être acteur de sa santé. Moi, je pense que c'est le point central. C'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, faire prendre conscience aux gens que moi, je fais mon job du mieux que je peux, j'essaie de me tenir à jour, mais voilà, je fais 50% du boulot, ou peut-être même un peu moins. Mais eux, ils ont une grosse part du job à faire. On amène les outils, et après, c'est aux personnes de faire le job. C'est ça. Il n'y a pas de miracle, malheureusement. Et j'ai aussi une question, on a discuté de quand commencer la rééducation, dès qu'il y avait une blessure, donc le plus tôt possible, et ensuite, quand s'arrête la rééducation, si elle s'arrête. Quand est-ce que tu dirais que... Moi, j'attache vraiment beaucoup d'importance à l'enseignement. Donc, pour moi,
l'enseignement, le traitement s'arrête quand le patient a retrouvé une mobilité correcte en termes articulaires. Ça, c'est vraiment mon job d'aller mobiliser, de faire ça. Et surtout quand il a compris son programme d'exercice à faire à domicile. À partir du moment où le patient il me dit, voilà, j'ai mes exercices, je les fais, je suis à l'aise avec, je les aime bien. C'est rentré dans une routine. Pour moi, le traitement, il peut s'arrêter là. Finalement, égal qu'il ait des douleurs, pas de douleurs. Je suis un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça maintenant, mais c'est vrai qu'on est sorti de ce schéma où forcément on fait 2 séances par semaine pendant X temps. Moi, je fais pas forcément, j'en fais rapidement plus qu'une. Et puis assez souvent, vers la fin, je leur dis, là on est bien, je pense, on a bien avancé. Ce que je vous conseille, c'est qu'on se revoit dans 4 semaines. Faites vos programmes d'exercice un mois. Dans un mois, je pense que si vous les faites bien, vous aurez progressé. Peut-être je vous donnerai un petit truc un peu supplémentaire. Et puis, si au bout d'un mois, le patient me dit je vais bien, c'est bien, nickel, je m'arrête là. Je lui donne la progression. Et puis, en général, je m'arrête là. Puis, souvent, il reste quelques séances. On n'est pas arrivé à la fin des fameuses séries de 9. Alors, je leur dis votre dossier il est ouvert encore 3, 4, 5 semaines, ou un mois, ou 2 mois. J'ai un problème, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Mais pour l'instant, vous avez les clés en main. Allez-y. Je pense par contre que la rééducation ne s'arrête pas quand on n'a plus la douleur suite à... Non, effectivement, c'est pas un critère. Parce qu'on peut plus avoir mal assez vite, mais ça veut pas dire que le membre est prêt à reprendre ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a eu une blessure, c'est-à-dire qu'il y avait une faiblesse à un certain endroit. Par exemple, l'amplitude, souvent c'est en fin d'amplitude qu'on se blesse. Typiquement, mon cas de genou, hyperextension. Et là, le genou n'a pas été assez solide pour encaisser la charge qu'il y avait à ce moment-là. Du coup, en fait, après, l'idée, c'est que ça s'arrête pas simplement quand j'ai retrouvé la capacité de faire l'hyperextension, mais le but, ce serait de renforcer encore dans cette hyperextension pour que je sois capable d'encaisser plus dans cette situation-là. Et là, je parle d'hyperextension, mais c'est dans d'autres domaines, effectivement. Et je pense que l'inverse est vrai, dans le sens que c'est pas le fait de ne plus avoir de douleur qui fait qu'on arrête le traitement. On peut aussi terminer un traitement quand la douleur est encore un petit peu là. Tout en se disant, voilà, le muscle va prendre du temps pour se renforcer. J'ai beaucoup ça dans les épaules, où à la fin du traitement, c'est assez rare que le patient il ait zéro douleur. Mais la plupart du temps, je leur dis, si vous continuez vos exercices de manière progressive, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y a de grandes chances que ça se passe. Ça, c'est important ce que tu as dit. Si vous continuez vos exercices 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que souvent, on dit, on a fini nos séances de physio, et après, on se dit, voilà, je suis guéri. Alors, vraiment, moi, j'essaie d'expliquer le fait que j'aime bien cette analogie du brossage de dents, parce que c'est parlant. On a tous une petite zone un petit peu plus fragile que d'autres. Fragile, c'est pas le bon mot, encore une fois. C'est beau. On a une zone qui demande plus d'attention. Et puis, peut-être qu'il faudra faire des exercices un peu toute sa vie pour cette zone-là. Une petite routine qu'on fait 2-3 minutes tous les matins, comme on se brosse les dents 3 minutes tous les matins depuis qu'on est enfant. Je pense qu'on peut aussi donner 3 minutes de son temps à son bas de dos, à son tendon d'Achille, ou à l'endroit qui nous embête un tout petit peu, pour tout simplement aller mieux sur le long terme. Mais souvent, les gens qui crochent les 3 premiers mois sont extrêmement demandeurs après. Ils voient que ça leur fait du bien, puis en fait, ils le font sans réfléchir. Ils ont plus envie d'arrêter, quoi. C'est ça. Ouais, top. Et puis on arrive gentiment, je pense, à bien quelques minutes de discussion. On va arriver juste sur la dernière question, on va dire. C'est plutôt plus général sur ta vision sur la physiothérapie et sur son avenir aussi de ce métier. Je pense que comme on a un petit peu expliqué avant, il y a deux... On est vraiment sorti de ce côté un peu massage fango, électrothérapie. Maintenant, c'est plus tellement enseigné, parce que les études nous ont montré que ça amenait peu de choses sur le long terme. Je pense que les 2 gros piliers maintenant, c'est vraiment l'enseignement, vraiment expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils ont, expliquer comment faire en sorte que ça aille mieux. Et puis le deuxième gros pilier, c'est vraiment faire rendre compte d'un point de vue général que pour la santé, c'est bien de bouger, quoi. Ce côté actif, ce côté renforcement, il est extrêmement important. Et pour moi, la physiothérapie va vraiment se développer dans ce sens-là, pour plein de raisons. Il y a le côté où on a fait des études, on a vu que ça marchait. Le côté où on doit aussi montrer aux assurances maladie que notre travail il est efficace. Et puis en fait,
on voit que ce qui est efficace, c'est ça. Et puis, l'aspect un peu bien-être, massage, c'est pas à mettre de côté. Ça peut être fait, mais c'est peut-être pas ça qui rentre dans l'assurance maladie de base. Peut-être que c'est quelque chose de plus complémentaire qui peut être fait par d'autres thérapeutes qui font ça très bien. Je dis pas qu'il faut jamais aller se faire masser. C'est agréable, ça peut vous aider à être confiant dans votre mouvement, confiant dans votre activité régulière. Mais je pense que ce sera de moins en moins notre rôle. Et notre rôle sera certainement beaucoup plus... finalement, nos professions, la tienne et la mienne, vont vraiment pas mal dans la même direction. On va avoir un rôle de conseil, de retour à l'activité dans le cadre de la pathologie, dans le cadre de la blessure, du traumatisme. Plus que masseur, remise en place des articulations et ce genre de choses. Ah, c'est ça. C'est le traitement actif surtout, voilà. qui va prendre un peu le dessus. Si on prend la physiothérapie musculo-squelettique, parce qu'il y a tellement d'autres après, vous avez d'autres outils aussi qui sont pas non plus à jeter et qui peuvent toujours apporter quelque chose. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à passer à notre audience, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi vous retrouver avec votre cabinet? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Je pense pour moi, vraiment le message à reprendre à la maison, c'est n'ayez pas peur de bouger régulièrement, même si ça vous paraît très peu. Je pense qu'il y a ce côté... on a toujours l'impression qu'il faut faire 30 à 45 minutes d'activité intense pour que ce soit bien. Pour votre santé, 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà super. Vraiment, je pense pour les gens qui ont moins l'habitude de bouger, il faut avoir ça en tête. Peu, c'est pas rien. Vraiment, le fait de commencer tout tranquillement, c'est même plutôt intelligent. Et puis, allez-y, n'hésitez pas à faire des petits exercices, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un ou aller voir quelques petits exercices sur Internet. Même, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube pour commencer gentiment à aller se mettre en route. Sur le compte de Hop Santé. Sur le compte de Hop Santé, encore mieux que YouTube. Je pense que ça, c'est un des premiers messages. Et puis, voilà... Sinon, pour nous retrouver, on est à Romans. Sur Internet, vous avez un site Internet, les réseaux sociaux aussi. Vous avez Facebook, Instagram aussi non ça viendra. Alors Facebook, on va tout Objectif 2023. Objectif 2023, on va voir s'il va être atteint. Mais on va de toute façon mettre dans la description et tout, on va mettre vos coordonnées. En tout cas, moi je te remercie beaucoup Xavier sur ta participation au Hopcast. Et puis aussi, si vous voulez donner de la force à ce Hopcast, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao Xavier. À tout le monde, à bientôt tout le monde.